Bon, l'année vient à peine de commencer, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest et compagnie, des vidéos, des moodboards de comment devenir la meilleure version de soi-même pour 2025 et enterrer définitivement cette ancienne version de soi-même en 2024. De quoi vous permettre dans un an, jour pour jour, de faire l'avant versus après du siècle, accompagné d'une petite vidéo récap qu'on a largement vue sur les réseaux en cette fin d'année, afin de faire pâlir de jalousie et d'une certaine admiration votre audimat. Eh bien, moi, aujourd'hui qui vous parle, droit dans les yeux, je vous dis une seule chose, c'est que je prends une résolution cette année, à savoir de ne pas devenir la meilleure version de moi-même. Alors si le sujet vous titille un peu, restez, ça va être chouette. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une joie non dissimulée pour une vidéo qui me portait à cœur en fait de vous faire. Et là, les personnes qui m'écoutent en podcast se disent « Une vidéo? Quoi ?» Oui, pour 2025, je teste pendant quelques temps de vous sortir les podcasts aussi en format vidéo. Ce sera donc des vidéos où je serai bien plus chill que d'habitude si vous les suivez. Et ou comme ça, les personnes qui veulent écouter le podcast mais qui n'arrivent pas à se concentrer que sur le son peuvent avoir l'alternative. Alors aujourd'hui, on parle de ce fameux sujet puisqu'on est à l'époque des résolutions. On en parle depuis déjà le début de l'année, donc littéralement 10 jours, 11 jours, 9 jours. La fille n'est pas au courant des dates. Et pourquoi ça m'a popé? C'est parce que moi j'ai été à plat pendant tout le début d'année à cause de la sale grippe qui fait rage, qui sévit dans notre beau pays. Et du coup, de ce fait, je n'ai pas pu être la clean girl aesthétique healthy de début d'année puisque j'étais avec 39 de fièvre, un mouchoir dans chaque naso, je ne sais pas comment on dit, à me morver dessus et à tchoumer toutes les 2 secondes. Et donc, de ce constat, je me suis interrogée sur cette fin d'année qui avait été assez chaotique. Je m'explique, peut-être que vous allez vous y retrouver vous aussi. J'imagine que vous avez vu en cette fin d'année tous les contenus dont j'ai parlé en intro, à savoir des avant-après ou alors plus des vidéos récap. Je vais parler essentiellement de celles que j'ai vues sur Insta parce que TikTok j'y suis très peu. J'ai réussi à pas prendre ce coche lors du confinement, mais je m'en remercie. Mais j'imagine que vous aviez exactement le même type de vidéos également sur TikTok. À savoir les vidéos de 10 secondes maximum, là voilà je parle encore sur Insta, où les gens allaient résumer leur année, donc de 365 jours, en mettant en général les moments les plus reluisants ou hauts en couleur. Et j'ai trouvé ça hautement anxiogène, mais pour autant, je n'ai jamais consommé autant sur les réseaux sociaux justement qu'en cette fin d'année. Vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez que moi, mon rapport avec les réseaux sociaux, il est un peu biaisé dans le sens où je les aime autant que je les déteste. Bon, déjà parce que j'y travaille et parce que j'adore y voir le contenu de certaines personnes que je trouve très motivant et qui me fait vachement de bien. Je dirais peut-être pas au quotidien, mais assez régulièrement. Mais de l'autre côté, moi, c'est une consommation qui me dérange parce que je trouve qu'elle est plus addictive et donc presque involontaire, inconsciente, que consciente et, on va dire, saine d'un point de vue mental. Combien de fois je me retrouve, j'imagine comme beaucoup de personnes, à avoir scrollé et à me détester pour ça parce que j'aurais pu faire plein d'autres choses, je ne les compte plus. Et si j'avais réussi en cette fin d'été et début de rentrée à vachement lâcher du lest et à être drastiquement moins sur mon écran, notamment sur les réseaux sociaux, avec la fin d'année, je me suis retrouvée à être ultra présente sur ces derniers, enfin en tant que consommatrice, et à en souffrir en fait. C'était hyper paradoxal parce que jusque-là, quand je voyais que ma consommation me dérangeait, je parvenais à avoir un petit bouton dans ma tête qui s'activait qui me disait « Juliette, lâche ton téléphone, ça te fait pas du bien ». Mais là, j'avais l'impression que c'était l'inverse. Plus ça me rendait anxieuse, coupable, moi, de ne pas avoir fait autant, de ne pas avoir accompli autant, plus je consommais du contenu. En mode, ça va me motiver à devenir la Bill Gates de Bordeaux en 2025, alors que pas du tout. Et ça m'a fait un peu penser également tout ceci à cette surconsommation. Alors là, j'entre dans un grand mot et les gens qui me connaissent pas vont se dire « Mais c'est quoi cette enragée du bulbe en début d'année sur YouTube ?» ou sur les podcasts. Ça m'a fait penser à cette forme de surconsommation capitalistique qu'on avait. Et je m'explique, c'est qu'en septembre, on avait déjà
tout l'apparat pour la fête d'Halloween, dans tous les magasins, dans les pubs et tout. Dès qu'Halloween est passé, genre le jour d'après, on avait tous les modèles pour Noël, de quoi custom sa maison, jusqu'au moindre recoin. Et là, j'ai appris qu'il y avait déjà, enfin j'ai vu qu'il y a déjà des boutiques qui mettent en avant la Saint-Valentin et tout ce qu'il faut acheter et avoir pour passer la soirée de l'année avec votre dulciné, votre love de toujours. Et quand je dis que les contenus donc, de cette fin d'année m'ont un peu fait penser à ça, c'est que avant la fin d'année, on a donc le mois de novembre qui est connu pour être un mois assez compliqué où tout le monde fait des contenus pour booster, pour penser à autre chose, dire faut penser à autre chose ou faut faire le point sur sa vie parce que la fin d'année approche. En décembre, il y a tout le monde qui fait des récaps pour dire ah regardez tout ce que j'ai fait, ou au contraire d'ailleurs, même des personnes qui ont voulu montrer la réalité des choses. J'ai envie de dire malheureusement c'est tout aussi violent pour le consommateur. Je fais une mini parenthèse mais que je m'explique, c'est que vous pouvez vous dire non mais moi ça me concerne pas parce que ce que je consomme c'est un contenu qui est authentique, qui est vrai, où les personnes parlent de leurs galères. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ce n'est pas forcément plus sain en vérité. Parce que ce sont des personnes que vous ne connaissez pas, parce que c'est un contenu qui est très résumé et qui est obligé d'être résumé, puisque, une fois de plus, je parle d'Instagram, pour fitter dans l'algorithme et être mis en avant, vous devez rentrer entre 30, 60 ou 90 secondes. C'est très rapide pour parler de quelque chose qui va pas, et c'est surtout que, on ne le rappelle jamais assez, vous avez votre propre vie à gérer, j'imagine vos propres problèmes, qui vont être sur une échelle plus ou moins grave, et ceux des personnes qui vous sont chères. Famille, amour, amitié, collègues, j'en passe. Et le truc c'est que gérer en fait les problèmes de vos amis, de votre famille, enfin de gens que vous connaissez, y compris vous-même, ça peut déjà être compliqué, mais vous connaissez le background, vous connaissez toute l'histoire qu'il y a derrière ces problèmes, vous avez plus de clés pour agir dessus. Mais alors, entendre et écouter les problèmes de quelqu'un qui vous est inconnu, dont vous n'avez pas vraiment la résolution en entièreté, ni le contexte, ni la complexité de tout ça, c'est très violent pour le cerveau, parce qu'il peut pas faire grand-chose à part assister à cela. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut totalement se rendre imperméable à la misère des autres, et notamment des gens que vous ne connaissez pas, mais c'est juste, sur les réseaux, voir un contenu qui pop et où littéralement vous ne pouvez rien faire, est-ce que ça vous apporte une plus-value à la fin de la journée ? Je ne suis pas si sûre. Et donc je reprends mon argumentaire de base, qui est de dire donc le fait d'avoir fait ces récaps en masse en cette fin d'année, donc voilà, de 30, 60, 90 secondes, pour narrer en très peu de temps 365 jours, c'est beaucoup de consommation de contenu à la seconde qui, encore une fois, est très agressif pour le cerveau. Et là, on arrive en ce début d'année où on ne fait plus des récaps, mais on balance les résolutions de début d'année, où on balance les recettes du succès, comment devenir extraordinaire, comment devenir cette clean girl esthétique, ce mâle alpha, appelé la meute, pour cette année. Et c'est pour ça que je le comparais en fait à cette surconsommation très capitaliste, ça ira, faut que j'arrête d'inventer des mots, qu'on voit dans les magasins, parce que c'est un peu la même chose sur les réseaux, c'est que d'une semaine à l'autre, on tombe dans une invasion d'informations complètement différentes qui nous accapare le cerveau et qui est fait pour ça, puisque, je le rappelle, ce n'est jamais de trop, mais les réseaux sociaux, s'ils sont gratuits, c'est parce que le produit qui est vendu, c'est vous. C'est votre attention. Donc il y a bien un enjeu derrière. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça amène tout de suite à une consommation, à un autocentrage qui ne fait pas forcément du bien. Parce que là, par rapport à tout mon intro de vidéo et déjà le fait que j'aborde ce sujet, vous pouvez vous dire « Non mais Juliette, en vrai, les gens ont le droit de poster ce contenu. Au pire, tu le regardes pas, ça ne te concerne pas. » Eh bien si. Malheureusement si, puisque comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux sont gratuits, c'est pas pour n'importe quelle raison, donc c'est auto-centré, parce que eux, ils vont essayer le plus possible de viser votre attention, vos besoins, ce qui vous correspond, pour vendre. Et là vous allez dire, mais Juliette, point du tout, je n'ai jamais rien acheté via les réseaux sociaux. Alors déjà, si c'est le cas, jamais rien du tout, bravo. Mais ça peut être autre chose que d'ailleurs quelque chose de matériel, ça peut être un service, ça peut être, je sais pas, une application que vous allez télécharger qui avait un truc payant, ça peut être un jeu, je sais pas moi, Fortnite, Clash of Clans, League of Legends, vous avez acheté des extensions, je suis désolée, je joue pas du tout donc je connais pas le vocabulaire. Est-ce que vous êtes sûr de ne jamais avoir été minimum influencé par ces réseaux sociaux, par les contenus que vous y voyez, de gens que vous appréciez, que vous admirez, à vous dire « Ah ouais, c'est vrai que pour être aussi cool, pour faire autant bien les choses, il faut que j'achète. » Encore une fois,
ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais c'est juste, on est bien dans un outil de consommation, de pub et de vente, et donc d'autocentrage sur vous. Et cet autocentrage, où il est pernicieux, c'est que du coup, quand il y a un contenu qui va vous affaiblir, vous renvoyer à des carences, à des choses qui vous mettent pas forcément bien, vous dites ah ouais mais je suis un peu autocentré, enfin ça me regarde pas mais sans me regarder parce que ça me renvoie quand même à des choses que j'arrive pas à faire, mais à la fois c'est une vie qui me ressemble pas du tout, je devrais d'ailleurs pas être jaloux de cette vie qui n'est pas la mienne, enfin la personne on sait pas, peut-être qu'elle a tout fait pour réussir dans sa vie, puis moi je suis sur mon lit, puis en même temps j'ai rien fait. C'est tout ce manque d'information qui conduit à des réflexions comme ça qui font du mal. Et là, vous allez peut-être vous dire, à ce stade du sujet que j'aborde, que je suis une aigrie de service. Et je ne vais pas tenter de vous faire croire le contraire. Je crois pas être aigrie, mais j'essaie en fait le plus possible de tendre à une objectivité. Et l'objectivité, bien sûr, passe souvent pour aigritude parce qu'elle ne sert pas les égos des gens, y compris le mien. Puisque je rappelle, je travaille sur les réseaux. Et en fait, comme je l'ai dit au titre, je ne cherche pas à être une meilleure version de moi-même. Je cherche cette année, et je l'expliquerai un peu plus tard, à rester moi-même, à continuer cette quête. Je sais pas si on peut fondamentalement rester soi-même, mais en tout cas, je cherche pas forcément à être mieux que ce que je suis. Je cherche juste à être et à être en phase avec ce que je ressens. Et ce que je ressens donc, avec toutes ces résolutions de début d'année, toutes ces vidéos de comment être mieux impérativement, c'est un malaise. Et c'est pour ça que je l'exprime. Et ce malaise, il vient pas de nulle part. Pareil, je le rappelle parce que je trouve que c'est toujours important, l'usage prolongé donc du téléphone constitue chez les jeunes la première raison d'apparition de symptômes dépressifs. Parce que notamment on va avoir le fameux on scrolle avant de dormir, ce qui nous empêche d'avoir des sommeils réparateurs, et c'est surtout cette nuée d'informations qui nous accapare et qui nous titille la rétine et le cerveau peut nous faire être mal en fait. Là, je vais parler à titre personnel, mais je sais qu'il y a eu un moment où j'ai été sur TikTok quand même, et je me souviendrai toujours, j'étais chez une pote, elle était pas là, mais je dormais et tout, c'était à Paris. Je mets TikTok parce que j'arrive pas à m'endormir, en pensant, c'est sûr qu'en mettant une application qui va activer toutes mes cellules dans mon cerveau, je vais mieux dormir, mais bon, que voulez-vous, je reste humaine, donc I'm perfect. Je mets donc TikTok, et au bout de quelques heures, oui, faut dire les termes, de scrollage, je me sens mal, genre physiquement mal, genre j'ai la nausée, j'ai la tête dans le coltard, je me dis non mais là ça va pas, je comprends pas. De ce fait, j'éteins le téléphone, j'allume la lumière, je me fais une tisane à la camomille, je lis un peu de mon livre, 30 minutes après, je fais le meilleur dodo de ma vie. Et à partir de ce moment-là, je capte que j'ai même pas consommé à ce moment-là un contenu particulièrement dérangeant sur TikTok, mais juste le fait d'avoir consommé et d'avoir cette vision un peu hors de mon corps, de moi, avec le téléphone rivé, la lumière qui me zombifie à 4h du matin dans une ville que j'adore et où j'ai tant de choses à faire, au lieu de dormir, bah ça m'a foutu mal. Et peut-être que c'est un peu mon cerveau qui m'envoyait un signal de Juju, je fais ça parce que je sais pas quoi faire pour que t'arrêtes de consommer et de consommer. Donc, je reprends mon argumentaire, mais ce que je voulais dire par là, c'est que je trouve qu'il y a une responsabilité en fait à saisir sur les réseaux par rapport à tout ce contenu largement diffusé de résolutions, de vidéos de comment devenir meilleur. Parce que en soi, si le fond n'est pas toxique, puisque je tiens à mettre un disclaimer, le fond de ces vidéos n'est pas nécessairement toxique. C'est-à-dire que sur les vidéos où les gens vont dire ouais, sois comme ça, sinon t'es une merguez et tu vas rester une merguez, bon, ça j'ai pas besoin de faire un dessin, c'est toxique. Mais pour les vidéos où des gens vont vous proposer des alternatives, par exemple, pas forcément que portées sur votre manière d'être, de vous habiller, de faire du sport, de manger, mais sur je vais y arriver, des manières de consommer, ça peut être hyper bénéfique. Et pour autant, c'est dans les fameuses vidéos comment devenir des meilleures versions de soi-même. Ça peut être, voilà, consommer plus éthiquement, consommer plus écologiquement. Donc ce n'est pas le fond qui est critiquable à mon sens, c'est la forme. C'est-à-dire que l'amener avec la formulation comment devenir la meilleure version de toi-même en cette année, ça implique nécessairement que celle que tu es ou que tu as été n'est pas suffisante, n'est pas la meilleure. Déjà, ça impose une performance qui, à mon sens, n'est pas humaine. On n'est pas là pour être les meilleurs, on est là pour être bien. Et je trouve essentiel de le rappeler justement en ce début d'année, parce que
pour moi, c'est assez évident que sur les réseaux, il y a cette course à la perfection qui n'a jamais eu de cesse de s'arrêter, justement. Même si on a des personnes qui font beaucoup plus de contenu real life, de contenu qui montre la vérité, qui montre des vrais corps, des vraies peaux, des vraies mentalités, enfin pas mentalité, mais santé mentale. Bon, je suis toujours pas sûre de cette appellation. Mais même s'il y a des personnes qui sont beaucoup plus honnêtes et franches et qui vont pas autant essayer de travestir ce qu'est leur vie ou de montrer uniquement les aspects positifs, il y a quand même cette course à la perfection, et on le voit avec les stars notamment des réseaux sociaux, majoritairement, là par exemple je vais plus parler pour TikTok pour le coup, les stars de TikTok, notamment du prisme féminin, ce sont des filles qui sont magnifiques sous tout rapport, qui font des danses trop stylées, etc., qui se sapent hyper bien, et je n'amène pas de critique derrière cela, mais je montre bien que les icônes, les modèles, restent des personnes qui fit de ouf dans les standards sociétaux et qui ne sortent pas trop des clous. Donc, peu importe ce que l'on veut dire, on essaie toujours de ressembler à ce genre de perfection humaine, sans savoir en plus ce qu'il y a derrière. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est un peu tout cet apparat qui pose souci. C'est un peu comme les vidéos, vous savez, de diète là sur Instagram, sur TikTok, enfin sur les courtes vidéos qui vous disent ouais, si tu veux être aussi fit, aussi incroyable, mange ces repas diète, ces aliments qui ne te feront pas grossir. C'est des alternatives qui peuvent être sympas, et encore ça dépend desquelles, mais qui peuvent faire appel à énormément de choses, mais tout à fait problématique. Il y a des formulations qui ne collent pas du tout et qui peuvent créer des TCA. Enfin, c'est que on peut mettre dans la tête des personnes, si tu manges ça, tu vas prendre du poids, tu vas être gros, tu vas être grosse. Alors que déjà, aucun aliment ne fait grossir. Toujours bon de le rappeler en 2025. Les modes de consommation d'aliments, c'est différent. Mais les aliments, il n'y a aucun aliment qui fait plus grossir, moins grossir, etc. C'est les modes de consommation derrière qui changent. Et à part, voilà, faire appel, titiller des choses qui peuvent être sensibles chez les personnes, ça va pas faire grand chose d'autre. Alors que le contenu peut juste être une alternative sympa de je propose un repas et on ne met pas derrière l'appellation et le côté hyper cliché vendeur de un corps parfait au début pour dire si tu veux ressembler à ça, il faut que tu passes par ça. Une fois de plus, vous allez dire mais Juliette, t'es vraiment les grilles de service. Si les gens ils ont envie d'aider, enfin à un moment faut appeler un chat un chat. Je trouve ça bête d'avoir ce raisonnement quand on voit qu'il n'y a jamais autant eu de jeunes dépressifs ou de jeunes qui en viennent à des circonstances gravissimes en fait à cause du contenu qu'ils consomment à longueur de journée sur leurs écrans. Je trouve ça assez triste de ne pas réfléchir au-delà quand on voit qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont recours à la chirurgie esthétique sur la base de filtres qu'on a sur les réseaux sociaux. C'est là qu'en fait on peut pas dire que tout ça est parfaitement innocent et qui n'agit pas parce qu'on n'a pas tous le même recul par rapport aux choses, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même maturité. Par exemple, ma génération, qui est quand même bien dans les réseaux sociaux, enfin quand je dis ma génération, moi je suis de 2000. Ma génération, on a quand même grandi sans les réseaux sociaux aussi prépondérants dans notre quotidien. C'est-à-dire que moi quand j'ai eu Instagram à l'époque, en 2014, on n'avait même pas de DM possible, on n'avait pas les stories, on n'avait pas l'onglet recherche monde, il n'y avait pas les réels, on voyait juste le contenu de nos amis proches. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas faire ce genre de contenu en me disant non mais tout le monde aura la même maturité de l'ingérer comme moi je l'ai pensé, parce que tout le monde est différent et d'une génération à l'autre, on est complètement différent en plus dans comment on évolue, comment on a évolué, comment on évoluera par rapport à toute cette toile des réseaux sociaux. Moi, je vois ma petite cousine qui est bien plus jeune que moi, qui a 10 ans de moins que moi. Elle n'est pas du tout sensible et affectée par les mêmes choses que moi, je le suis sur les réseaux sociaux. Je prends beaucoup plus de distance qu'elle, mais en même temps, elle a baigné dedans au moment où elle est née. Et donc, si le premier problème que j'ai soulevé de ces contenus, c'est qu'il déjà amène l'idée que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas le meilleur, et qu'il continue de plonger donc, dans une quête de performance et de perfection qui n'est, à mon sens, pas saine du tout. Le deuxième souci, en plus, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'on n'est pas égaux face au contenu qu'on consomme, et il ne faut pas oublier que voir un inconnu derrière un écran vous donner des conseils et les prendre pour argent comptant, c'est pas forcément ça non plus. Et c'est pas parce que cet inconnu parle très bien ou semble avoir un corps parfait, une santé mentale parfaite, qu'il faut absolument tout pomper sur lui. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans la rue. Il y a un mec trop beau, trop stylé, une meuf trop belle, trop stylée, qui arrive vers vous, toute souriante, pimpante, mais vraiment l'aura de fou qui l'entoure, et qui vous dit « Tu veux être comme moi ? Mange des pommes !» Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous dire « Waouh !» Il y a peut-être 1% de chance que vous dites
Moi, c'est vrai que je suis prête à en manger, c'est pour te ressembler, meuf ou mec. Mais après, la personne va repartir, vous allez refaire votre journée, elle sera pas là, vous la connaissez pas, il n'y a pas d'autre lien derrière d'humain à humain. C'est-à-dire, c'est peut-être un petit peu superflu. Peut-être que ça a marché pour elle, pour lui, mais que ça ne marchera pas pour moi. Déjà parce que j'aime pas les pommes. Et ben là, c'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux. Ça nous donne, avec ce côté où on est proche, où on parle de manière beaucoup moins détachée, que ça peut être le cas via les journaux télévisés, un sentiment de proximité. Il n'en reste pas moins que, à la fin de la journée, in fine, on ne se connaît pas personnellement. J'aimerais, et honnêtement, j'aimerais connaître les personnes qui font partie de ma communauté. Ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une distance à avoir, non seulement dans le contenu qu'on diffuse, mais dans la manière dont on accueille le contenu. De ne pas culpabiliser, de ne pas faire autant, ou de ne pas faire pareil que cette personne, parce que cette personne et cette personne, vous êtes vous-même, et en plus, vous ne vous connaissez pas intrinsèquement. Déjà avec nos potes, notre famille, nos amours, c'est difficile de bien nous connaître. Avec nous-mêmes, c'est difficile de bien nous connaître, alors imaginez avec des personnes que vous ne connaissez que via un écran, que via des écouteurs pour les personnes qui m'écoutent qu'en podcast. Et je vais me faire un peu mon propre procès, puisque je suis quelqu'un qui plébiscite énormément, par exemple, d'aller chez un psy. Je le fais depuis 1 an, ça a changé, moi, énormément de choses, et j'ai cette intime conviction qu'on a tous une raison d'y aller, même la plus minime qu'elle soit, mais là, je me suis dit ces derniers mois, tu peux pas non plus, l'imposer comme étant une manière d'aller forcément mieux, parce que moi, ça a marché pour moi. Parce que j'en avais besoin, parce que j'étais à un stade de... Alors attention, quand je dis de maturité sur le sujet, ça veut pas dire « ouais, je suis trop mature par rapport aux gens qui le sont pas et qui veulent pas y aller ». Mais c'est que, je veux dire, j'avais maturé. C'était plus ça. Moi, l'idée dans ma tête d'aller en voir un. Donc, quand j'en ai vu un, j'en avais besoin, j'avais conscientisé, et l'idée avait assez imprégné pour qu'elle fasse sens et que j'y aille. Mais là, j'ai accepté que, mais pour des personnes, ça va pas du tout être la même affaire, qu'elles n'en ont pas forcément besoin, ou que ça peut être très violent pour le moment pour elles de faire face à cette injonction. Alors qu'à la base, mon intention est parfaitement bonne, et que, recommander d'aller voir un psychologue, c'est pas recommander de faire quelque chose de grave ou qui peut vous mettre en danger. Au contraire, c'est pas en général, ça tend à l'inverse. Mais même ça, j'ai envie de dire, c'est tellement personnel. On a tellement tous notre chemin. Je peux juste, à mon échelle, dire ce que ça m'a fait de bien et encourager, si vous avez cette petite graine au fond de vous, de la faire éclore. Mais je n'ai pas le droit, en fait, de vous dire, pour devenir la meilleure version de vous-même, allez-y impérativement, sinon ça veut dire que vous vous connaissez pas. Moi, j'ai des potes qui font une déconstruction sur eux et qui arrivent à gérer beaucoup de choses par leurs propres moyens. Franchement, je suis hyper admirative. Moi, je sais que dans mon cas, ce n'était pas suffisant. Et j'encourage du coup les personnes qui pensent pareil à ne pas se blâmer de ne pas réussir à le faire. Mais s'il y en a qui arrivent à le faire et pour qui ça suffit, grand bien vous fasse. Ne vous remettez pas forcément en question, surtout, tout simplement parce que moi ça n'a pas été le cas. Et donc de tout ce De tout ce gloubi-boulga, je me suis dit, quid des résolutions de début d'année ? Quid de devenir la meilleure version de moi-même en 2025 ? 2 observations se sont fait ressentir. Oui, je fonctionne toujours en schéma dialectique. Première observation, c'est que pour moi, les résolutions, c'est assez s'imposer des choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de très cool derrière le fait de se mettre des buts, des challenges. Je dis juste que pour moi, ça ne marche pas. Parce que j'ai l'impression que je me force à devoir atteindre quelque chose et que je risque très fortement d'être déçue. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, bravo ça c'est les faibles qui parlent. Ceux qui ont peur de ne pas réussir à atteindre leurs objectifs, donc qui préfèrent rien se dire du tout. Ma phrase voulait peut-être pas dire quelque chose, mais l'intention derrière, si. Je m'en fous d'être faible. C'est ça en fait, déjà, le truc. C'est que je m'en fous, je ne suis pas dans la performance, je l'ai déjà dit. Je m'en fiche de pas vouloir me mettre des choses que je suis pas sûre d'atteindre parce que j'ai peur que ça me fasse mal. Je suis contente de me protéger à certains égards et j'estime que je fais quand même assez de travail pour me remettre en question au quotidien et ne pas être dans un déni non plus profond. Mais j'accepte ma part de faiblesse et ma manière de voir certaines choses. De 2, et c'est plus la raison en fait derrière ça, mais je voulais quand même le dire, c'est que je refuse de projeter mon potentiel bonheur ou ma potentielle réussite. C'est-à-dire, il y a beaucoup de résolutions qu'on se met, on se dit en fait je serai heureuse quand j'aurai perdu tant de poids. C'est vraiment à titre d'exemple, attention. Je serai heureuse quand je serai en couple. Je serai heureuse quand j'aurai voyagé dans telle destination. Je serai heureuse quand j'aurai eu tel diplôme. Je serai heureuse quand j'aurai acheté telle possession, nanana. Quand j'aurai telle possession.
Tout ça, c'est de la projection de bonheur. C'est qu'on s'empêche de se dire je suis heureuse en tant que ce que je suis et je travaille éventuellement à des choses différentes parce que la situation n'est pas non plus parfaite à mon sens. Il y a une différence entre ça et je serai heureuse quand. Il y a un problème de futurisation du bonheur. Et là, ouais, je fais le néologisme de l'année, à mon sens, parce que on nous a un peu ôté de l'esprit cette simplicité du au jour le jour. Et là, je vais amener quelque chose de hyper cool que j'ai vu récemment et qui m'a donné gavé de panache et de peps. Genre vraiment, parfois il suffit d'une ou deux phrases. Que j'ai vu sur les réseaux sociaux d'ailleurs. C'était un mec, alors malheureusement je sais pas qui c'est, qui disait le problème quand on perçoit les objectifs à 100%, c'est-à-dire ce sera cool quand j'aurai perdu 15 kilos, ce sera cool quand j'aurai appris telle langue, là on parle d'un objectif 100%. C'est que quand on le vit au jour le jour et qu'on travaille donc pour cet objectif, apprendre une langue, perdre du poids, faire du sport, créer quelque chose, avoir un diplôme, que sais-je, on pense en général à l'objectif rempli à 100% plutôt que toutes les étapes qu'il constitue. Et c'est ce qui rend parfois, qui donne cet aspect décourageant parce qu'on n'en voit pas le bout, c'est tellement loin et c'est tellement énorme que ça va nous porter au cœur 3 semaines parce qu'on en a envie, parce que ça pulse de notre corps et qu'il est temps que ça change. Mais après, ça va être trop lourd à manger et notre petite motivation, cette flamme, cette braise du début, elle est très compliquée à entretenir sur le long terme. En fait, ce qu'il disait, c'est que faut pas voir nécessairement, c'est compliqué, faut pas voir nécessairement l'objectif 100%, mais faut voir au jour le jour uniquement ce que tu as à faire et ce que tu peux faire et ce que tu as déjà fait. Et donc là, moi récemment, je réfléchissais à mon apprentissage du coréen, dont d'ailleurs il va y avoir un update assez chouette des 6 mois dans 1 mois. Et bref, je vous en ai déjà parlé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me disais, mon objectif, c'est donc d'apprendre le coréen parce que j'aimerais partir en PVT en Corée d'ici peu pendant 1 an. Donc j'ai envie de savoir parler la langue et puis il faut que j'économise beaucoup d'argent et blablabla et blablabla. Et plus j'apprends, plus j'ai l'impression, je crois que c'est hyper connu chez les gens qui apprennent une langue, plus j'ai l'impression de moins en savoir et d'être loin de mon objectif. Alors que c'est pas vrai. Je lis beaucoup mieux, je comprends beaucoup mieux et je m'en rends compte. Et j'oublie le au jour le jour, ce que je peux faire, ce que je suis apte à faire et ce que j'ai déjà fait. Pareil sur les sous que j'économise. De me dire, tu n'as pas rien économisé depuis quelques mois, c'est pas vrai. Et puis même si j'avais rien économisé, il y a ce qu'on appelle la vie des imprévus, Noël, purée, parlons-en, Noël, qui fait qu'on peut pas toujours mettre de côté et que j'ai encore du temps pour réaliser cet objectif puisque j'ai jusqu'à 30 ans il me semble pour faire mon PVT et là j'ai pas encore 25. Donc bref. Il faut penser au 1% par jour, ou au 1% tous les 2 jours, ce que vous voulez suivant votre objectif, et quand vous le faites dans la semaine, ou dans le mois, ou peu importe, vous avez compris. Parce que ça aide à apprécier ce au jour le jour, et du coup de plus apprécier pour ce qu'ils sont vos efforts. Et donc de ne pas futuriser votre réussite, parce que là quand je travaille mon coréen, je ne pense pas que, quand je serai en Corée, dans 1 an, ou 2, ou 3, je serai enfin heureuse, je verrai enfin les fruits. Non, je suis contente quand sur une publication, sur une musique que j'écoute, par-ci par-là j'ai compris une phrase. Par-ci par-là j'ai compris une chanson, un refrain, j'ai réussi à comprendre ce que le mec disait sans avoir besoin de regarder la traduction sur mon drama, etc. C'est ça le au jour le jour. Et c'est ça la non-futurisation du bonheur. Et c'est en ça que je ne veux pas penser que résolution, mais plus au jour le jour. Et à la rigueur, on pourrait plus parler de souhaits. Ça m'intéresse plus que des résolutions. Je pense que ce que j'ai envie de partager à travers cette vidéo, c'est de ramener de la spontanéité pour 2025. C'est de pas parler de devenir meilleure version de soi-même, etc. Mais plutôt de ramener l'instinct. Ça va faire hyper niais, mais je le pense du plus profond de mon cœur, de vous dire pour cette année, je vous souhaite d'être le plus spontané possible, d'être le plus en accord avec ce qui pulse au fond de vous. Pareil, je m'explique. Récemment, je me suis dit, cette année, j'aimerais beaucoup courir parce que je fais du badminton depuis quelques mois, ça aiderait beaucoup mon cardio, le badminton, j'adore ça. Bref, je me dis, ça pourrait être sympa de courir, ça ferait une complémentarisation aussi au niveau du sport, ce qui est très bien pour mon corps puisque je travaille beaucoup sur les écrans et donc je suis assez immobile dans ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en début de semaine, je me disais, quand c'est qu'il faut que j'aille courir, j'aimerais bien le faire au minimum 1 fois par semaine, et nanani, et nanana, au pire je le ferai demain, puis je me réveille tôt. Et puis d'un coup, dans la journée, à un moment, je vous jure, ça pulse, je me dis, il faut que je cours, c'est maintenant. Eh bien, je n'ai pas réfléchi, j'ai pris mes chaussures, je suis allée courir. Et c'était trop chouette, parce que j'ai suivi une pulsion, un instinct, ma course, elle était trop géniale, j'ai passé un trop bon moment.
C'est comme quand j'ai envie de lire un livre. Je me dis, oh mon Dieu, ce livre il traîne depuis 3 mois sur mon étagère, c'est maintenant, je le lis. C'est trop chouette, c'est trop cool. Et je pense que c'est ce qui nous manque un peu dans notre génération. Sans faire la boumeuse, j'adore ma génération et je pense que, c'est on offre énormément de choses et on a encore plus à offrir, mais je pense qu'on perd un temps tellement considérable en santé mentale et en temps factuel sur les réseaux sociaux, et pas que, mais globalement si, il y a juste à voir notre temps d'écran individuel dessus, au lieu de suivre notre instinct et de suivre voilà, des envies qu'on a qui nous démangent et qu'on pourrait faire admirablement pour notre propre compte, hein, pas voilà, une fois de plus en quête de performance. Même si ça peut être le cas et ça peut être très sympa. Et donc, en sommaire de tout ça, j'avais plus envie de vous parler de mes souhaits de cette année 2025. Des choses qui me portent à cœur et qui me feraient plaisir à réaliser. Je l'avais parlé dans la dernière vidéo de mon bingo que j'avais fait pendant le Nouvel An. Et alors, je vais vous lire quelques souhaits parce qu'il y en a, ils sont un peu privés. Mais il y en a un, par exemple, c'est pour 2025, moins donner mon avis, plus écouter les gens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas des résolutions à proprement parler parce que je sais comment je sais que je suis une pipelette, mais je me dis ça peut être cool si tu l'es un peu moins cette année et que t'écoutes un peu plus. Même si j'adore écouter mes amis, je suis pas non plus quelqu'un qui laisse jamais parler ses potes. Hein. J'ai mis aussi dans mon bingo ne plus me ronger les ongles. Bon, je pense que ça parle de soi-même, c'est un souhait que j'ai dans mon cœur. Si j'y arrive pas, c'est pas la fin del mundo. Continuer d'économiser ce que je peux pour mon PVT en Corée. Être le plus possible moins de 2 heures par jour sur mon téléphone, tout plateformes confondues en fait, c'est sur mon téléphone de manière générale, même pas que les réseaux sociaux. Courir si je le peux au moins une fois par semaine. Envoyer des lettres aux gens que j'aime parce que c'est trop cool. C'est vrai que c'est trop cool. J'ai reçu des lettres de mes potes cette année, j'adore le concept. Publier mon recueil de réels. Ceux qui savent, sachent. Continuer d'écrire mon livre même quand ça fait peur. Mon livre n'est pas un livre d'horreur, hein. C'est juste que parfois ça me fait peur d'écrire parce que j'ai peur d'être une merguez. Mais je m'en fous au pire d'être une merguez. C'est très bon la chipolata. Chipolata n'est pas une merguez, vous avez compris l'idée. Avoir la même facilité à ouvrir un livre qu'Instagram. Peindre un tableau par saison parce que c'est vachement chouette. Et écrire un souvenir avec une photo par mois pour faire un album à la fin de l'année. J'adore ce que je suis très contente de ce que j'ai écrit, je le relis encore et encore, je vais l'afficher dans ma chambre, j'adore. C'est des choses qui me coûtent pas, c'est des choses qui appellent pas forcément à être une meilleure version de moi, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, faire un album photo, ça va pas me rendre meilleure, c'est juste que ça me fait plaisir. Et c'est tout ce qui compte en 2025, c'est me faire plaisir, suivre mon instinct et vivre. Vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes contente qu'il y ait une version vidéo en fait sur YouTube pour que vous ayez un support vidéo. N'hésitez pas à me partager vos envies, que vous aimeriez que j'aborde de sujets en podcast vidéo. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et faites-vous confiance. Vous en avez déjà assez au fond du cœur et au fond de la tête pour devenir des versions chouettes et heureuses de vous-même. Ciao!